retrouver dans un instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche, enregistrée mercredi 15 janvier 2025, avec Christian Grattalou, géohistorien et directeur de la collection Recherche de la revue Sciences et Avenir, et Pierre Léna, astrophysicien et membre de l'Académie des sciences, à l'occasion de la publication de leur ouvrage collectif Atlas historique du ciel, aux éditions Les Arènes, qui raconte l'histoire des découvertes d'hommes et de femmes anonymes ou célèbres de tous les continents qui ont contribué à comprendre l'univers. Bonne écoute. Bien, bonsoir à toutes et à tous et bonsoir à Christian Grattalou et Pierre Léna, que nous sommes très heureux de recevoir à la librairie au sujet de leur ouvrage. Et ils ne sont pas les seuls, puisqu'il y a beaucoup de contributeurs. L'Atlas historique du ciel, paru aux éditions des Arènes et aussi en collaboration avec Sciences Avenir, la recherche. Je rappelle, Christian Grattalou, que vous êtes géohistorien et directeur de la collection, la revue Sciences et Avenir, la recherche. Du moins, les atlas. Oui, les atlas. Pierre Léna, vous êtes astrophysicien, membre de l'Académie des sciences, mais vous êtes aussi, je crois, président d'honneur de la Main à la pâte, association très importante. Fondation. Oui, fondation qui travaille à l'initiation aux sciences dans les écoles primaires. Et les collèges aussi, effectivement. Et donc, ensemble, vous avez dirigé toute une équipe d'historiens et de chercheurs pour proposer un ouvrage. Un remarquable ouvrage, je dois le dire, nous, ça nous a, à la librairie, ça nous a plu et intéressé, même si on est des béotiens, en matière d'astrophysique, d'astronomie et de plein de choses de cet ordre-là. Alors je dirais que pour introduire peut-être cette conversation, Thalès, Ptolémée, Al-Khwarizmi, Kepler n'ont cessé de fouiller le ciel. Humboldt avait tenté dans son fameux ouvrage, dans son Cosmos, une physique du monde. Et puis aujourd'hui, les astrophysiciens nous entraînent dans l'immensité du cosmos, systèmes solaires, galaxies, astéroïdes, planètes, étoiles, nébuleuses, supernovas. On se demande jusqu'où on va aller, d'ailleurs. Et je dirais que les anciens et les autres civilisations, comment voyaient-elles le ciel? Et je crois que cet atlas y contribue. Les mondes ici présents nous parlent de leurs messages, des messages lumineux, je dirais, qu'aucune mathématique parfois n'a pu épuiser. Et effectivement, cet atlas raconte l'histoire de l'observation du cosmos au moyen de cartes, d'infographies et de frises chronologiques notamment. C'est un beau voyage dans le temps et dans l'espace. Il n'y a pas de texte très long. Ça peut s'ouvrir à n'importe quelle page, si je puis dire, se feuilleter de la manière et se lire de la manière que l'on veut. Il n'y a pas de grandes leçons. Il y a des légendes synthétiques et des nombreuses doubles pages illustrées. Alors, on y reviendra en conclusion. Christian Grattalou, vous demandiez si le ciel pouvait attendre, si je puis dire. Mais avant de commencer, je vous demanderai peut-être à tous les deux pourquoi le ciel nous fait tant rêver. Alors que, paradoxalement, aujourd'hui, dans nos villes, on ne peut pas le voir. Il faut qu'on aille au pic du Midi de Bigorre pour observer le ciel. Qui commence? Oui, Pierre Léna. Ce soir, dans 1 heure, Près du 2 micro. heures, 3 heures. Parlez près du micro, Pierre. Oui et non. Ce soir, dans 1 heure, 3 heures, vous sortez. Le ciel est magnifique. Vous voyez un alignement
Vénus, Uranus, difficile à voir à l'œil nu, Jupiter, Mars, la Lune, qui dessine la trajectoire de l'écliptique, la position de la Lune un peu au-dessus, la direction du Soleil qui est couché, Vénus extraordinairement brillante, Jupiter très brillant aussi, Mars proche de l'opposition, toute rouge. Donc en fait, même en ville, même dans la ville rose, on peut voir le ciel quand il fait beau et qu'on a envie de le regarder. Et cette carte du ciel que vous pourrez voir ce soir devant vous, c'est beaucoup mieux que les cartes de l'Atlas. Mais enfin, comme il ne fait pas toujours beau et qu'il faut comprendre ces mouvements, nous avons fait l'Atlas qui ne remplace pas cette expérience que nous avons faite dans notre enfance les uns et les autres. Évidemment, peut-être particulièrement ceux qui ont choisi ce métier comme moi. Et c'est pour ça que nous avons eu envie de la partager. Christian. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans La Guerre du Feu, enfin le film de Jean-Jacques Hano, à la fin, pour montrer l'humanisation du héros qui est un néandertalien, bon, tout ça est assez simplifié, on voit qu'avec la jeune sapience avec qui il fait affaire, il regarde le ciel. Et il regarde même précisément la Lune. Et rien n'est dit, hein, mais on voit bien évidemment qu'il y a une forme d'humanisation qui est presque de civilisation. Enfin, personnellement, je ne reprendrai pas forcément ce vocabulaire, mais c'est visiblement ce que Jean-Jacques Hano a en tête. Donc le ciel, dans beaucoup de sociétés, je n'ose pas dire toutes parce que je n'en ai pas la preuve, mais dans la plupart des sociétés connues, c'est quelque chose dans lequel on projette. On projette du surnaturel. On projette ce que l'on ignore, mais en même temps, on comprend des choses qui nous permettent d'exister, et entre autres d'ailleurs, en utilisant toutes les régularités qui permettent, de manière difficile et complexe, on a essayé de le montrer, entre autres des calendriers, mais aussi de se situer sur Terre, de naviguer, etc. Voilà, donc c'était cet élément qui est à la fois rêvé et pratique. Le rapport au ciel, c'est quelque chose qui conjugue toute la gamme, pratiquement, des formes de pensée des sociétés. Alors, évidemment, ne le faire qu'en 90 doubles pages, c'était une entreprise presque désespérée, mais qui nous a fait rêver dès le départ, pour reprendre votre mot. Tout à fait. Alors longtemps, le ciel, quand même, s'est observé à l'œil nu. Jusqu'à 1610, dans toutes les cultures, tout le monde, savants, bergers, prêtres, princes, n'avait pour regarder le ciel qu'un seul et même instrument que nous avons tous, notre œil. On a pu raffiner des angles avec des cadrans solaires, avec des gnomons, sur des rayons de soleil ou de lune, mais fondamentalement, cette expérience commune à toute l'humanité a conduit à ce point de rupture radicale qui a ouvert la science moderne en 1610 avec la lunette astronomique. Et donc le livre est scandé en deux parties, hein, celle commune à tous et puis celle qui est devenue l'astrophysique contemporaine après un long chemin de 4 siècles. Je voudrais rebondir sur une expression que tu viens de prononcer, Pierre, qui est une expérience commune à toute l'humanité. Parce que ça explique bien le choix d'inscrire cet atlas dans la collection des atlas historiques. Le premier atlas historique, qui a permis les autres, parce que s'il n'avait pas bien marché, il n'y en aurait pas eu d'autres, bien sûr, l'atlas historique mondial, qui a eu une réédition l'année dernière, enfin maintenant, il y a 1 an et demi, il est un atlas d'abord et avant tout géopolitique. Il est le résultat de l'accumulation de 40 ans de cartographie de la revue L'Histoire, qu'on a évidemment amélioré et modifié. Et donc, il est avant tout géopolitique. Il n'y a pas que de la géopolitique, mais c'est quand même l'essentiel. Il y a des guerres, il y a des combats, il y a des occupations territoriales, des diffusions, des colonisations. L'Atlas historique de la France, d'ailleurs, n'a pas dépareillé cette perspective. Alors, j'avais tenu à ce qu'il y ait un Atlas historique de la Terre, ensuite, pour dire, ben voilà, toutes ces sociétés diverses, toutes ces sociétés plurielles, elles ont quand même quelque chose en commun. Ce sont tous des sapiens, et ils habitent tous sur la même planète, dont ils ont la responsabilité. Or, justement, l'Atlas historique du ciel, ça part de cette commune expérience, parce qu'il n'y a qu'un seul ciel. Alors certes, il y a des angles de vue, il y a des points de vue différents en fonction de la position que l'on occupe à la surface de la Terre.
Mais en se déplaçant, ou si on est plus près de l'équateur, on dispose pratiquement de la plus grande partie du ciel. Et donc, à partir de cette même expérience en commun, il y a à la fois la diversité des sociétés qui vont l'utiliser de manière tout à fait différente les unes des autres, et j'allais presque dire l'unité des usages qui se ressemblent de plus en plus et qui aboutissent à une science qui est l'astrophysique, dont nous avons un éminent représentant ici. Eh bien, c'est quelque chose qui, pour moi, était essentiel par rapport à ce qui était l'expérience initiale d'un atlas historique, c'est-à-dire un atlas, si j'oserais presque dire, de bataille, d'avoir au contraire un atlas de science. Et cette explication de Christian Gratellou vous explique pourquoi ni l'un ni l'autre de nous deux ne pouvait faire cet atlas seul. Si j'en ai dessiné le plan, l'organisation, la perspective générale, j'aurais raconté beaucoup de choses sottes et fausses, et il aurait manqué cette perspective géopolitique qui est tout à fait essentielle pour lire le commun de toute l'aventure de ce chemin céleste, comme nous disons souvent. Tout à fait, parce qu'on le retrouve au fil des pages. L'aventure est progressivement une mondialisation, d'ailleurs, de la science. On le voit avec la carte du ciel à la fin du 19e siècle, et évidemment au 20e siècle et aujourd'hui. Mais au départ, c'est situé, il y a une géographie de l'aventure astrophysique. Et d'ailleurs, ça permet à la fois, l'étude des astres permet de mesurer le temps. Vous le montrez bien, notamment si on en reste à la période de l'observation à l'œil nu, quand vous évoquez la mesure du temps chez les Égyptiens, par exemple, mais aussi la mesure du temps et le repérage dans l'espace qu'avaient les Polynésiens, par exemple, c'est tout à fait à la fois surprenant et étonnant. Ce que beaucoup d'entre nous ne réalisent pas, c'est à quel point notre mesure du temps, notre division de la journée en 24 heures, de l'heure en 60 minutes, etc., est un héritage extrêmement ancien, puisque cette division 60 nous vient des Babyloniens, donc environ 500 à 1000 avant notre ère, et qu'elle a résisté à tous les changements politiques, même à la Révolution française, qui voulait l'abolir. Et donc, elle est toujours présente pour le temps. Et ce temps est un temps céleste. Les 24 heures de la journée, façon de diviser du lever au coucher d'une étoile et au lendemain, est d'origine céleste. Donc, notre temps n'est construit sur autre chose que le ciel, que depuis 1960, où la définition de la seconde, celle de nos montres, a abandonné les objets célestes, la rotation de la Terre, le mouvement du Soleil, pour adopter une mesure à partir de la fréquence d'un atome. Donc notre temps quotidien est basé sur le ciel. Oui, je voudrais rappeler que la géographie et l'astronomie, enfin je emploie volontairement le mot ancien, c'est quelque chose qui ont pratiquement jusqu'à une période plus que récente partie totalement liées. Pas de cartographie sans astronomie. Et Ptolémée est un repère tant pour l'histoire de l'astrophysique que pour l'histoire de la géographie. Donc on est constamment dans ce repérage, ne serait-ce que nord, sud, est, ouest, qui sont évidemment liés à des positions solaires, mais qui sont aussi par rapport à la définition d'un tropique, et donc d'un cercle polaire. Vous avez toutes ces choses tout à fait élémentaires sont constamment liées et ont permis non seulement de cartographier, mais évidemment d'utiliser l'espace terrestre en se déplaçant. Alors l'aventure polynésienne à laquelle vous avez fait allusion, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que moi je le répète pratiquement d'un atlas à l'autre, parce qu'il y a toujours un moment où je parle des Polynésiens, enfin, sauf effectivement dans l'atlas historique de la France, mais l'aventure polynésienne, c'est-à-dire le peuplement des îles du Pacifique par les pirogues polynésiennes qui ont été jusqu'en Amérique, mais qui ont été aussi jusqu'à Madagascar, c'est-à-dire les 2/3 du tour de la Terre. C'est la plus grande aventure maritime et il a fallu se déplacer dans ces espaces immenses et en particulier dans le Pacifique sans vision terrestre. C'est pas du cabotage qu'ils pouvaient faire. Ça veut dire qu'ils ont navigué, ils ont pensé, cartographié éventuellement, car il y a aussi des cartes polynésiennes, à partir du Soleil,
à partir des étoiles, en fonction de direction, en gros est-ouest, nord-sud. Donc c'est dans l'Atlas. Vous pourrez naviguer à la polynésienne si ça vous tente, en faisant des sortes de marches d'escalier vers le nord, vers l'ouest, etc., qui leur permettent de se retrouver et de mesurer également les distances à l'intérieur du Pacifique. Ils ont épaté Cook, Bougainville, enfin tous les grands marins européens qui, au XVIIIe siècle, ont confronté leur propre science européenne à cette science empirique, certes, mais efficace des Polynésiens. Et cette démarche aussi, et cette période, permet aussi la construction à la fois d'une mythologie, d'une cosmologie et d'une astrologie. Oui. Oui, c'est-à-dire que le ciel est un donné. Vous êtes dans une belle nuit étoilée, où elle est la voûte étoilée qui tourne, les étoiles fixes, les formes des constellations, le mouvement des planètes. Dès les Grecs, dès Démocrite, dès le VIe siècle avant notre ère, pour parler d'une civilisation proche, mais on pourrait aussi parler de la Chine, par exemple, cet ensemble de perceptions est perçu comme un mystère. Qu'est-ce que ce monde qui nous est donné à voir et pourquoi est-il là? Pourquoi les mouvements? Sont-ils éternels? De quoi sont faits ces objets? Pourquoi ont-ils l'air de se déplacer sur des cercles? Pourquoi le cercle qui semble par ailleurs une figure parfaite? Toutes ces questions vont surgir entre le VIe siècle et le 1er siècle de notre ère, dans le monde grec, autour de la Méditerranée, et être à l'origine de notre science moderne. Elle s'accompagne de toutes sortes d'autres visions du ciel qui sont étroitement mêlées. Vous utilisez le mot mythe. Le mot mythe chez Platon est une explication, est une tentative d'explication avec toute la science dont il dispose à l'époque, celle de Thalès, celle de Démocrite, celle de Pythagore, et il tente de construire un récit, une histoire, un peu comme le grand récit de Michel Serres il y a quelques années, de ce qu'il voit. Et c'est la purification de ce récit progressive en le ciblant sur la mesure, sur la répétition, sur des lois donc qui se répètent, qui va être l'étape lente de construction de la science moderne, mais entrelacée de la richesse de cette réflexion métaphysique, spirituelle et astrologique également, que l'humanité va mettre sur sa perception du ciel. Alors, vous mettez en exergue quand même dans cet ouvrage, il y a une spécificité dans cette façon de voir le monde, c'est la Chine, les fils du ciel, si je puis dire. Est-ce que vous pouvez un peu développer davantage cette notion et cette histoire qui je ne vais pas dire qui est à part, mais qui pendant très longtemps. Vous pouvez tout à fait dire qu'elle est à part. D'ailleurs, le titre de la partie de l'Atlas, c'est « Le splendide isolement de la Chine ». Elle est de fait à part. Qu'est-ce qui la caractérise? Ça serait outrecuidant de notre part de prétendre qu'en 3 doubles pages, on a fait le tour des à peu près 5000 années de l'histoire du rapport de la Chine au ciel. Peut-être pour retenir un élément en réponse à votre question, c'est cette conception qui est très ancienne, qui date de Lao Tse au moins, c'est-à-dire du 5e siècle avant notre ère, que contrairement à la vision méditerranéenne, ciel et terre ont partie intégralement liées, que la matière, pour employer un mot moderne, de ces objets du ciel n'est fondamentalement pas différente de la matière terrestre. Point de vue complètement opposé à celui d'un Aristote ou d'un Platon, bien entendu. Et cette vision d'un lien consubstantiel que, d'une certaine manière, la physique moderne reprend, à la fois en disant que l'hydrogène sur Terre et l'hydrogène dans une galaxie très lointaine sont le même hydrogène, que les lois auxquelles cet hydrogène obéit pour émettre de la lumière sont strictement identiques. Cette unité du monde dans lequel tout agit sur tout
va inspirer toute la vision chinoise. Malheureusement, cette vision chinoise va être tellement contrainte par l'astrologie voulue par le pouvoir qu'elle ne va pas déboucher, alors qu'elle aurait pu le faire au XVIe siècle, au XVIIe, avec les échanges des jésuites et de Matteo Ricci, elle ne va pas déboucher sur une science moderne. Oui, l'isolement de la Chine est un paradoxe, mais qui s'explique. Quand on s'intéresse aux circulations diverses et variées, que j'aime bien résumer par l'axe de l'ancien monde, qui est en particulier dans l'Atlas mondial, mais il y a quelque chose qui est frappant, c'est que justement de la Méditerranée aux mers de Chine, jusqu'au Japon rapidement, on a une circulation d'idées, d'hommes, de produits, le blé par exemple, qui est un croisement réalisé il y a près de 10 000 ans au Moyen-Orient et qui atteint la Chine au moins au 2e millénaire avant notre ère. Réciproquement, des arbres fruitiers, type le cerisier, vont faire le chemin inverse. Une circulation des idées aussi, de certain nombre d'éléments. Une circulation, bien sûr, des microbes. Bref, il y a une sorte de pré-mondialisation qui se fait de l'Atlantique au Pacifique par des voies à la fois terrestres et maritimes proches. Donc, la peste noire, l'Empire mongol en sont au XIIIe, XIVe siècle les manifestations les plus claires. Or, la Chine, dans un certain nombre de domaines, et en particulier dans la relation au ciel, est totalement, même pas autonome. Elle est indépendante par rapport au reste. Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé de paradoxe. Alors, la raison me semble assez claire, c'est le caractère impérial de la Chine. Et les choix qui ont été faits, et ça remonte au moins au 2e millénaire avant notre ère, de relier la légitimation du pouvoir à la relation au ciel. L'expression « fils du ciel » n'est pas un vain mot. Donc, s'il y a d'ailleurs la moindre irrégularité qui se produit dans les informations que nous donne le ciel, l'apparition d'un événement dont on a des... Voilà. Vous avez à ce moment-là quelque chose qui traduit nécessairement, même s'il n'est pas forcément visible à ce moment-là socialement, un dérèglement de la légitimité du mandat du ciel, comme l'on dit. Donc, la relation à ce moment-là à l'observation fine, qui nécessite toute une réflexion scientifique, est absolument essentielle. Je pourrais en dire la même chose pour la cartographie, qui est liée au ciel, mais enfin là, je ne vais pas le développer. C'est quelque chose qui fait que, au XVIIe siècle, les jésuites qui viennent avec une autre légitimité, qu'ils cherchent à imposer, à diffuser, évidemment, intéressent éventuellement par certaines techniques et certains détails, mais pour le reste, se heurtent à un mur d'imperméabilité qui va persévérer jusqu'à la fin du XIXe siècle. Oui, même jusqu'au milieu du XXe. Et puis jusqu'à l'ère maoïste, pratiquement. Autre rapport important, l'islam. Ah, c'est pas pareil. Qui est autre Alors c'est chose, très différent. C'est autre chose, oui, tout à fait. L'islam, c'est très différent parce que le fait que entre le 7e siècle et le 13e, une grande partie de l'Eurasie soit couverte par une langue unique, l'arabe, par une religion unique, l'islam, par des conquêtes qui vont se morceler, puis se rassembler, puis se morceler à nouveau, et par la circulation, grâce à cette langue unique, va jouer un rôle absolument fondamental, à la fois dans le incertain progrès des connaissances et leur transmission vers l'Occident chrétien. Sur le premier point, c'est le fait que dans les pays qu'ils occupent au départ, autour des grands califats de Bagdad et de Damas, les califes arabes s'intéressent au ciel, également pour des raisons religieuses élémentaires, si l'on peut dire, et héritent, avec une grande attention, des acquis babyloniens, grecs et persans, qu'ils vont traduire, intégrer dans leur propre culture de l'astronomie, sans les mettre en cause d'ailleurs. Ptolémée est traduit, Aristote est traduit, et jusqu'au XIVe siècle, Aristote restera la référence du monde islamique, comme il le sera dans le monde chrétien. Ça, c'est le premier élément. Et le second élément, ça va être que ces traductions du grec en arabe, par exemple celle de Ptolémée, l'Almageste, vont passer par l'Espagne et par la présence arabe, essentiellement à Tolède et Séville, vont passer en Occident chrétien
avec des traductions en latin qui, à partir du XIVe siècle, vont se répandre, mais plutôt le pape de l'an 1000, Sylvestre II, Gerbert d'Aurillac, comme on appelle souvent ce moine, hein, va étudier les mathématiques. Ce sera un pape mathématicien, c'est à lui qu'on doit l'introduction du zéro dans la numération lorsqu'il était pape. Mais auparavant, il aura étudié à Tolède l'astrolabe. L'astrolabe était le planétarium de poche qui circulait sur toute l'Eurasie parce que c'était pas cher. Hein. On en avait dans la poche et on pouvait connaître sa position ou l'heure. Hein. Et il va contribuer à ce passage, à ces traductions. Ouais. Entre l'an 1000 et le XIVe siècle, l'ensemble des acquis renforcés par, après 1453, après la chute de Constantinople, les manuscrits conservés à Byzance, mais qui n'étaient pas arrivés en Orient, les manuscrits de beaucoup de penseurs grecs, vont arriver par Venise, essentiellement en Occident, être traduits, et à ce moment-là, être la source de très nombreux développements qui vont nous mener jusqu'à Copernic, Kepler et Galilée. Oui, avec le monde arabe, si j'ose dire, on est dans la famille. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des interrelations que j'évoquais tout à l'heure pour l'axe de l'Ancien Monde, dont la Chine s'est tenue en dehors, et évidemment dont tout le reste des humains est en dehors, c'est-à-dire les Amérindiens, l'Afrique subsaharienne, et puis les Polynésiens, les Australiens, etc. Mais au contraire, de l'Inde à la Méditerranée, on a constamment des interactions. Alors effectivement, les lieux changent. Il y a un moment où la Grèce, évidemment, a joué un rôle central en héritant de ce que la Mésopotamie avait fait, hein, sans les grands computes astronomiques qui permettaient de donner des big data aux Grecs sur lesquels ils ont pu travailler. Eh bien, évidemment, on n'aurait pas eu tout le travail de l'astrophysique grecque. Et on a, avec un apport égyptien, le monde arabe est très largement l'héritier. Alors celui qui développe le plus, en héritant en plus d'autres traditions locales et en utilisant aussi les mathématiques indiennes, qui font partie de cette circulation, dont ensuite les Européens vont, à partir des 15e, 16e siècles, effectivement, transformer cet héritage. Voilà. Justement, sur cette période, c'est la période où la Terre est au centre. Alors cette problématique de héliocentrisme, c'est-à-dire Soleil au centre du monde et autour duquel tourne la Terre, les autres planètes et la sphère des fixes contenant les étoiles, ou géocentrisme, où la Terre est au centre, où la Lune tourne autour de la Terre, puis le Soleil, puis les autres planètes, puis finalement la sphère céleste. Cette problématique va habiter en fait de manière variable la pensée du cosmos entre le 5e siècle avant notre ère, dans toute l'ère qui vient d'être définie, hein, ne contenant donc pas la Chine, et faire l'objet de débats basés sur ce que l'observation et l'expérience dit, c'est-à-dire des éléments relativement limités. Et si vers le 3e siècle, les deux hypothèses héliocentriques et géocentriques sont considérées à égalité pratiquement, c'est finalement l'hypothèse géocentrique qui va l'emporter parce que les arguments donnés contre le mouvement de la Terre sont des arguments très forts finalement, si on se met à la place de ces Grecs. Hein. On bouge et on ne le sait pas et on n'a aucun moyen de le percevoir. Ils ne connaissaient bien entendu pas le principe d'inertie. Il faut attendre Newton pour avoir, Galilée puis Newton, pour avoir la formulation de ce principe d'inertie, qui évidemment pour nous est banal. On est dans un avion, on se déplace à 900 km/h, on ne perçoit pas le mouvement et on comprend qu'on se déplace relativement à la Terre. On ne perçoit le mouvement que quand l'avion tourne, accélère, monte ou descend. Donc ça, c'est une perception qu'évidemment les Grecs ne pouvaient pas avoir. Et donc, c'est le modèle géocentrique qui l'emporte, et la force de cette époque-là est la géométrie. C'est-à-dire la naissance de la géométrie avec Euclide essentiellement, enfin Pythagore, Thalès, Euclide. Hein, la naissance de la géométrie va permettre de rendre quantitatifs, mesurables les phénomènes célestes. Et ce quantitatif va permettre
la prévision des levées et couchers de soleil, la prévision des mouvements des planètes, la prévision des éclipses de soleil ou de lune. Et Ptolémée va porter cette prévision dans des tables qu'il publie et qui vont circuler pendant 15 siècles dans toute l'Eurasie à un degré extrême de qualité qui suffit. Il suffit et qui est très difficile à améliorer. Il ne sera amélioré que sur d'ailleurs des points un peu marginaux dans le monde arabe vers le XIIe, XIIIe siècle. Donc ça suffit. Et comme on n'a pas d'instruments de mesure plus raffinés que les cadrans solaires ou les quarts de cercle qui sont utilisés à l'époque, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Et on va donc s'arrêter là, ce modèle géocentrique permettant les calculs. Et puis, donc, comme vous le dites dans votre ouvrage, le ciel va se faire plus proche lorsque on va aborder la période du XVIe et du XVIIe siècle avec le développement des mathématiques, la lunette de Galilée, le télescope de Newton, et là, il y a un changement à la fois de perspective, en quelque sorte. Oui, c'est d'abord une révélation de ce que personne n'avait jamais vu. Galilée regarde la Lune, il voit des montagnes. Il regarde Jupiter, il voit des petits satellites qui tournent autour, comme vous pouvez regarder ce soir avec une paire de jumelles de petit diamètre, à peu près la taille de la lunette de Galilée, et vous verrez les satellites de Jupiter. Et 2 heures après, vous verrez qu'ils ont bougé. Donc, c'est ce changement de perception, d'existence d'une quantité phénoménale de phénomènes qui ne va pas cesser et qui continue aujourd'hui avec nos instruments, qui marque le point de basculement de l'histoire d'une astronomie qui devient une astrochimie, une astrobiologie, une astrophysique, bien sûr. Toutes ces découvertes techniques, je dirais, vont aider. La gravitation universelle, par exemple, vous le montrez bien dans l'ouvrage. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est vraiment une révolution, hein, la révolution copernicienne, aussi par la même occasion. Oui, qu'on devrait appeler, on l'appelle révolution copernicienne, le mot a une connotation aujourd'hui dans notre langage qui dépasse très largement l'astronomie. C'est pour ça que je le dis. Mais en fait, c'est une période extraordinairement intéressante à laquelle on consacre pas mal de place dans l'Atlas, parce que après ce long mûrissement de 15 siècles que nous venons d'évoquer, ce que Arthur Koestler, dans son admirable livre Les somnambules, appelle les somnambules, c'est-à-dire Copernic, Kepler, Tycho Brahe, Kepler, Galilée, puis Newton. On a une filiation moins d'un siècle, disons tout juste un siècle, de changement complet de vision de notre univers proche, qui devient, si vous voulez, plus proche et surtout plus mesurable, plus compréhensible. On perçoit, je dirais, davantage, on perçoit mieux le ciel. Mais ce que vous montrez aussi dans cet ouvrage... Oui, allez-y. Non, je voulais juste dire incidemment que c'est une aventure, à ce moment-là, strictement européenne. Oui. Parce que justement, on l'a cartographié, on ne me rendait pas compte à tel point, si on prend les localisations, il n'y a pas un pays leader. Il n'y a pas une société européenne qui soit, alors évidemment, mais on voit par exemple la Pologne joue un rôle important, le Danemark, Tycho Brahe, on a l'Italie bien sûr, la France, l'Angleterre, on a quelque chose qui est une communauté de savants, qui est fondée sur des savoirs qui viennent de bien plus loin, qu'on a évoqué tout à l'heure, mais qui à ce moment-là se cristallise précisément en Europe. Alors, ensuite, ça va se diffuser à partir du XVIIIe siècle. Mais on a un moment, ce siècle qu'a évoqué Pierre, qui est un moment strictement européen. Tout à fait. Et puis c'est une période quand même où les conceptions, à ce moment-là, les conceptions philosophiques vont évoluer. Les heurts avec l'Église, par exemple, la conception du monde change. C'est une évolution que nous connaissons à notre manière aujourd'hui avec le Big Bang, avec la réflexion sur le fait que l'univers, il y a 10 milliards d'années, était radicalement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui.
notion inacceptable pour un astrophysicien de la fin du 19e siècle. Hein, parce que nous pensons toujours dans un certain cadre, vous avez employé le mot philosophique, on pourrait dire épistémologique, hein, nous pensons dans ce cadre, et pour changer de métaphysique, eh ben, c'est laborieux. Hein. Et ceux dans la salle, un collègue cosmologiste qui sourit ici, c'est bien, Alain, que c'est un effort difficile, hein, de changer son point de vue de représentation. Oui, d'ailleurs, le mot cosmologie me semble tout à fait intéressant parce que moi qui m'intéresse à ce qu'on appelle les métagéographies, c'est-à-dire les grands découpages du monde, je suis obligé de remonter à toutes les cosmologies anciennes. Ah, je vous rappelle que Europe, Afrique, Asie, par exemple, ou bien les découpages océaniques, puisque nous sommes dans l'année de l'océan, alors je suis pas mal sollicité là-dessus, c'est des choses qui se fondent dans des cosmologies qui sont, comme les minutes et les secondes et les jours de la semaine ou le découpage en mois, des héritages babyloniens. Et on est dans quelque chose où ce terme regroupe effectivement toute une vision du monde. Donc changer de vision du monde, c'est pas simplement changer une grille de lecture intellectuelle, c'est une grille de vie, de vie collective qu'il s'agit de changer. Et donc, effectivement, c'est normal qu'il y ait des débats, des résistances et des combats. Même si la situation, par exemple, de l'Église par rapport à Galilée a été largement mythifiée par le 19e siècle, ça c'est autre chose. Oui, oui, tout à fait. Et puis, on va avancer, effectivement, et puis il va y avoir les révolutions de la physique, avec effectivement la nouvelle, avec la physique quantique et la courbure du temps. Alors, c'est très intéressant de suivre comment la pensée chemine, non pas en 100 ou 150 ans, mais dans ces 20 siècles. Parce que qu'est-ce qu'on perçoit? D'abord, ce sont les mouvements. Les Grecs n'ont pas d'astrophysique. Vous employez ce mot tout à l'heure. La physique, c'est-à-dire la nature, la composition de la matière du ciel, leur est totalement inaccessible. Ils peuvent spéculer sur les éléments, l'air, l'eau, le feu. Mais par contre, ce qui est mesurable, ce sont les mouvements. Donc on va avoir une géométrie qui va décrire les mouvements, leur vitesse, leur position dans le ciel. Et l'émergence d'un questionnement physique va être tardif. Il va venir dans cette Europe au XIXe siècle, sur la nature de ces corps célestes, la nature des étoiles qui émettent de la lumière. Pourquoi un corps émet-il de la lumière? Parce qu'il est chauffé. Pourquoi cette lumière a-t-elle une couleur qui dépend de la température du corps et donne donc une indication sur la température d'une étoile? Pourquoi cette lumière contient-elle des petites zones noires qu'on appelle des raies spectrales et qui donnent une indication immédiate, parce qu'elles sont identiques aux mêmes raies spectrales observées dans le laboratoire, sur la composition en carbone, fer, oxygène, soufre, etc. de ces étoiles? Et tout d'un coup apparaît au XIXe siècle une physique, c'est-à-dire une connaissance de la constitution de ces objets célestes. Mais c'est très tardif finalement. Et pourquoi c'est si tardif d'après vous? Est-ce qu'il y a une explication à ça? Eh bien, je pense que pour faire un lien, pour avoir une conviction fondée scientifiquement, qui fasse progressivement preuve et preuve de vérité, il faut une mesure et il faut un concept solide, qui ne soit pas une hypothèse. Pour fonder le concept d'atome, l'idée vient quand même de Démocrite, c'est-à-dire date du 5e siècle avant notre ère, mais pour fonder le fait que la matière est constituée d'atomes ou de molécules, ça va être Lavoisier le premier pour les molécules, qui va distinguer l'oxygène, le carbone, avec la chimie du 19e siècle. Donc c'est un processus extrêmement lent finalement, où la méthode scientifique, l'analyse, l'outillage vont progresser lentement. Et à nouveau, cette progression est en quelque sorte explosive dans l'Europe à partir du 18e.
Christian. Oh, je voudrais juste faire une remarque, mais sous le contrôle de Pierre. C'est que, justement, avec le XVIIIe et le XIXe siècle, on se met à modifier profondément l'étendue de l'univers. Exactement comme jusqu'au XVIIIe siècle, tout l'héritage des religions du livre, donc l'essentiel de l'axe que j'évoquais, pensait que le monde, l'univers, avait 5500 ans à peu près, d'une lecture des textes sacrés. On pensait effectivement que les distances qu'on mesurait plus ou moins, on avait déjà dès l'Antiquité des estimations, n'étaient pas très grandes au total. Je me suis amusé, j'ai pris beaucoup de plaisir à mettre en image les sphères, qui sont celles d'Aristote, mais adaptées par Thomas d'Aquin au monde chrétien, et tel que Dante, effectivement, peut le montrer, les cieux de Dante. Eh bien, c'est des distances qui sont pas très éloignées, et qu'on a tenté de mesurer. À partir du XVIIIe et du XIXe siècle, on s'aperçoit qu'il va falloir compter avec beaucoup de puissance, puisque c'est des milliers, on va inventer les années-lumière d'ailleurs, pour pouvoir mesurer toute cette distance. Mais cette étendue est relativement fixe temporellement. Et tout change effectivement au début du XXe siècle, où là, tout se fait histoire. Tout à fait. Et donc, on va approcher les galaxies. Il va y avoir tout. L'univers s'ouvre, si je puis dire. On a vu une première ouverture avec l'apparition des instruments d'observation qui permettent de résoudre la Voie lactée en étoiles individuelles, de tenter de mesurer l'extension de cet amas d'étoiles qu'on appelle la galaxie plus tard. Et deuxième ouverture, mais au début du XXe siècle, donc c'est relativement tardif, où on réalise que certains des objets nébuleux vus dans le ciel, qu'on appelait la nébuleuse Andromède, par exemple, ou les nuages de Magellan, qui a des petites taches lumineuses que l'on peut voir à l'œil nu, donc qui sont connues. D'ailleurs, la première observation en Occident de la nébuleuse d'Andromède est due aux astronomes arabes, qui l'ont dit, mais on ne les distinguait pas d'une autre nébuleuse qu'on appelle la nébuleuse d'Orion, dont la description, elle, est due à Fabri de Peiresc, c'est-à-dire pas très loin d'ici, en Provence. Et tous ces objets flous n'avaient pas de position très claire par rapport aux étoiles bien définies, points lumineux. Et puis, au début du XXe siècle, eh bien, on s'aperçoit que cette nébuleuse Andromède est en fait une autre galaxie, qu'elle a une forme spirale comme la nôtre, et que tout d'un coup, s'il y en a deux, la nôtre et celle-là, alors il y en a probablement beaucoup, et ça va être évidemment l'apport fondamental de Edwin Hubble avec le grand télescope de 2,50 m du mont Wilson et la photographie, d'apporter progressivement un catalogue de galaxies de plus en plus complète, distinguant des formes variées, mettant en avant l'idée d'évolution même dont tu parlais, non plus des étoiles, mais des galaxies elles-mêmes, un univers incroyablement agrandi depuis les années 1930. Mais c'est tout proche, c'est à peine à un siècle de nous. Tout à fait. Et puis, de toute façon, nous sommes allés sur la Lune. Et Musk nous invite à aller sur Mars, si je comprends bien. C'est la fin du livre, ça, c'est le dernier chapitre. Le ciel, qui était jusque-là, dans les 5 ou 6 millénaires, connu uniquement par la lumière dont nous recevions les messages, la couleur, l'intensité, éventuellement la traduction du mouvement par l'effet Doppler, tout d'un coup, on va dans ce ciel. Alors, c'est la dernière étape extrêmement liée à la géopolitique, comme tu veux peut-être le commenter. Oui, enfin, c'est quelque chose de moins surprenant pour nous, mais effectivement, et mieux connu. Mais on a effectivement, d'abord, ça s'inscrit au départ dans la guerre froide, la course aux armements, et y compris à la maîtrise. Il y a une géopolitique du ciel, en fait, et donc maintenant, ça se prolonge sur Mars avec des rêves
particulièrement libéraux que je ne commenterai pas, avec aussi la maîtrise du ciel très proche, des 500 km qui permet d'avoir les GPS, et évidemment le fait qu'on va finir par avoir une couverture quasi complète de satellites si on laisse faire Elon Musk. On a quelque chose qui nous appelle, on a tenu à prononcer le mot éthique à la fin, et à la responsabilité que l'on a vis-à-vis de ce bien commun qui est notre ciel proche et aussi notre ciel lointain. Il y a tout de même une question que vous avez posée à laquelle je n'ai pas suffisamment répondu. Vous avez parlé de la physique au début du XXe siècle. Et de fait, il y a eu 2 formidables révolutions dans la physique à cette époque-là. La relativité, décrivant les phénomènes à très grande échelle, donc les galaxies, le mouvement du système solaire, et la physique quantique, décrivant les phénomènes à toute petite échelle. Et ces 2 révolutions sur lesquelles nous vivons toujours aujourd'hui, avec des vérifications de leur exactitude, décimale par décimale, de plus en plus fines, ont donné un outil pour déchiffrer ce qui se passait dans le ciel. C'est pour ça qu'elles sont très centrales, ces 2 révolutions, dans l'avant-dernière partie de l'Atlas, parce que nous avons aujourd'hui, de même que les Grecs avaient la géométrie pour analyser les mouvements du ciel, nous avons cette physique pour analyser ce ciel, sa constitution, son histoire. Alors on dit aussi, Christian, ça a un côté poubelle là maintenant, au-dessus de nos têtes. C'est pour ça que vous appelez d'ailleurs à réguler ces façons de faire. Le ciel est très peu régulé, il l'est presque pas. Donc toute entreprise privée qui veut envoyer des satellites et aller le plus loin possible peut le faire. Et ensuite, ces satellites eux-mêmes peuvent rester, se fragmenter. Donc on a effectivement toute une véritable ciel poubelle qui peut être très inquiétant, y compris d'abord pour les satellites nouveaux ou les stations qui sont en orbite. J'ai appris hier, par exemple, que le prochain G7, vous savez, la réunion en 2026, des pays puissants de la planète, on peut dire, a à son ordre du jour la gestion de l'espace. D'accord. Ça prouve bien à quel point c'est devenu une question essentielle pour l'humanité. Pierre, est-ce qu'il y a des vies ailleurs ? J'attendais la question. Ben oui, c'est pour ça que je vous la pose. Évidemment, je ne peux pas répondre. Il n'y a pas d'atlas prévu. Que l'on cherche, il faut bien se représenter que la vie est sur Terre omniprésente, entre toutes les espèces. Nous sommes 8 milliards d'êtres humains. Et personne ne sait refabriquer sur Terre une cellule vivante. Donc la vie demeure un mystère pour nous. On y arrivera peut-être un jour, mais malgré l'immense développement de la biologie contemporaine, personne ne sait refaire une cellule vivante. Donc, ça montre certaines limites à notre connaissance, je n'emploierai pas le mot le mystère de la vie, mais ça montre qu'il y a un sujet difficile pour la science, en tout cas. Alors, l'émergence de la vie ailleurs, dans la mesure où on ne comprend pas aujourd'hui les détails de l'émergence de la vie sur Terre, bien qu'on ait précisé la période vraisemblable, les lieux vraisemblables, est évidemment un degré spéculatif plus avant que la Terre. Tout au plus peut-on se dire qu'un certain nombre de conditions qui nous apparaissent comme nécessaires pour l'apparition de la vie, par exemple la présence d'eau liquide, c'est-à-dire une gamme de température très étroite, finalement entre 0 et 100 degrés, par exemple de la durée, un objet qui aurait des conditions favorables mais qui n'existerait que quelques centaines ou dizaines de milliers d'années n'est probablement pas un objet intéressant du point de vue de l'émergence de la vie. Donc on peut restreindre le champ de la recherche de cette manière-là. Et ensuite, puisque depuis maintenant près de 30 ans, on a découvert
que pratiquement toutes les étoiles possèdent une ou plusieurs planètes autour d'elles dans notre galaxie, et donc vraisemblablement dans beaucoup de galaxies. On retrouve ces exoplanètes dans l'Atlas. Alors, la question de l'habitabilité, c'est-à-dire la présence d'eau liquide possible sur ces exoplanètes, et leur évolution possible vers le vivant, est une question que l'astrobiologie travaille aujourd'hui intensément. Aura-t-on la preuve, une preuve de l'existence d'une forme, laquelle, d'existence d'objets ayant les caractéristiques du vivant, lesquels, puisqu'on n'est même pas complètement d'accord sur ce qui caractérise le vivant, d'ici 50 ans, 100 ans, 3 siècles, je suis totalement incapable de répondre à cette question. Mais il y a un aspect intéressant dans la question, c'est que si on ne trouve pas, ça ne prouvera jamais rien. Tout à fait. Avant de passer la parole à l'auditoire, parce que Christian doit nous quitter impérativement à 19h30, c'est pour ça que on n'a pas traité tout ce qui est traité dans l'ouvrage. Hein. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas évoquées, que je vous invite à aller voir, comme l'on dit. Donc, Christian doit nous quitter à 19h30, donc je vais vous céder la parole pour ceux qui souhaitent poser des questions que j'espère brèves, de façon à ce que tout le monde puisse participer. Oui. Et posez-les d'abord à Christian ouais. Hein. Moi, je oui, reste parce que aussi longtemps que vous voulez. On donc, pourra, voilà. on aura le temps de faire plus d'astronomie. Pierre désolé, sera plus à même. Restez. Donc, il suffit de lever le doigt, si je puis dire. Je vous amène le micro. On a parlé d'Eurasie beaucoup. Est-ce qu'en Amérique du Nord, Amérique du Sud, il y a des points communs entre tous ces peuples, Aztèques, Mayas, les Indiens d'Amérique du Nord, leur façon de voir le ciel ou de... Alors, c'est pas simple parce que malheureusement, en particulier en Amérique, les colonisations ont détruit l'essentiel des connaissances que l'on aurait dû avoir si ça avait été un peu moins brutal, le contact. Hein. Donc, on a quelques restes parce que des missionnaires se sont intéressés au savoir et aux croyances des peuples qu'ils voulaient convertir. Donc, en étudiant leur langue, en regardant des écrits, les codex. Donc, on a une petite idée des connaissances astronomiques mayas, Inca, et éventuellement aztèques, bien sûr, et éventuellement un peu d'autres peuples, mais très peu. On a par ailleurs de l'archéologie. On a mis en perspective le fameux caracol de Chichen Itza, qui est un observatoire astronomique maya, dont on a pu reconstituer la position de toutes les ouvertures en fonction de la position d'un certain nombre d'astres, évidemment en le situant au XVe siècle. Et ça, pas de problème, la mécanique céleste s'est reconstituée. C'est pour ça, d'ailleurs, je le signale, que vous trouverez au fil de l'Atlas des tas de cartes qui vous donnent le ciel précisément qu'a vu Galilée, le ciel qu'on pouvait voir au VIe siècle, si on l'an 6 avant notre ère, avec la conjonction qui permet de faire une hypothèse sur l'étoile des rois mages, voilà, par exemple, un certain nombre de ciels. Donc, on pouvait le faire pour les Mayas du XVe siècle. Donc, on a un certain nombre d'éléments qu'on a essayé de présenter sur les savoirs amérindiens que vous évoquez, sur des savoirs polynésiens. Ça, c'était relativement facile parce qu'au XVIIIe, les encyclopédies, le mouvement encyclopédique était très interrogatif sur ces sociétés. Il y avait déjà une sorte d'ethnologie qui était en marche. Donc là, on est mieux enseigné finalement. Mais au total, c'est difficile de les relier, en particulier les Amérindiens entre eux. Donc, on a quelque chose qui est sur le plan biologique. Il y a des liens, des pandémies, par exemple, qui ont traversé l'Amérique. Il y a des liens de diffusion des plantes et des animaux cultivés, ce qu'on voit dans l'Atlas de la Terre, là. Mais inversement, être capable de faire une interrelation entre des savoirs sur le ciel que pouvaient avoir des peuples andins et des peuples d'Amérique centrale, personne ne peut le faire, ce genre de choses. Hein. Donc il y a un capital culturel commun
au peuple amérindien. C'est délicat à aborder ce sujet parce qu'aujourd'hui, il y a des militantismes qui voudraient qu'il y ait une sorte d'union amérindienne. Donc, j'aime mieux aborder la question avec prudence. Alors, inversement, je vous invite à vous intéresser à ces visions du ciel qu'on pouvait avoir, par exemple celle des Incas, où on rencontre quelque chose qu'on rencontre aussi chez les Australiens, qui sont des visions des noirs du ciel. Nous, dans nos traditions, pour dénommer le ciel, les constellations, c'est des choses brillantes. Hein, on associe un certain nombre d'étoiles. Alors évidemment, on n'associe pas forcément les mêmes sur les rives de la Méditerranée et en Chine. Mais là aussi, on s'intéresse aux trous, en particulier dans la Voie lactée, aux zones plus sombres, parce qu'on ne voit pas les étoiles. Et donc, que ce soit le grand lama et son petit, qui est dans les constellations noires des Incas, ou bien des oiseaux que l'on voit dans les constellations des aborigènes australiens, là, vous avez une expérience du ciel qui est toute différente. Je vous invite à les voir. Oui, bonsoir. La question qui a été posée, c'est la vie sur la Terre. Est-ce que nous sommes la seule planète dans l'univers où il y a de la vie telle que nous la connaissons, hein. La vie peut avoir d'autres formes. Je m'adresse à l'astrophysicien, vous avez parlé de l'eau liquide. Et moi, la question que je me pose depuis pas mal de temps, c'est notre planète, elle est en un sens unique parce qu'on a la molécule d'eau sous ces trois formes, en même temps et en n'importe quel moment. Ce qui permet en définitive, enfin la forme liquide, la forme gazeuse et la forme solide. Et ce qui permet en définitive d'avoir une température moyenne de la Terre sur une année de 15 degrés centigrades et qui est donc une température qui est favorable à la vie. Donc, l'unicité de notre planète où il y a la vie humaine telle que nous la connaissons, je pense qu'elle est surtout due au fait que la molécule d'eau est sous ces trois formes à n'importe quel moment. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. L'eau est présente partout dans l'univers, dans notre galaxie. Il y a de l'eau partout, des molécules d'eau. Il suffit que la température soit suffisamment basse, inférieure à quelques centaines de degrés. Et sur une planète qui contient de l'eau liquide, elle contiendra nécessairement aussi de l'eau en forme vapeur, parce qu'il y aura des endroits exposés à la lumière de l'étoile où la température permettra l'évaporation de l'eau. Et elle contiendra vraisemblablement de la glace, parce qu'elle aura des pôles moins éclairés. Donc l'existence des trois formes de l'eau n'est pas une caractéristique unique d'un objet comme la Terre. Hein. En revanche, la nécessité de disposer d'une gamme de température sur une partie au moins d'une exoplanète comprise entre 0 et 100 degrés permet l'existence d'eau liquide à la pression à peu près atmosphérique que l'on connaît, un peu plus ou un peu moins, hein, et donc d'avoir ce milieu très favorable aux échanges, à la dissolution des substances, à l'osmose, etc., qui permet l'existence des cellules. Oui. Mais je dirais, il faut se méfier un peu d'un excès de finalisme en disant il y a la vie sur la Terre, donc partout ça doit être exactement comme sur la Terre. Il y a des variations abondantes qui sont possibles. Bonsoir. Moi, je me pose une question qui est la suivante. Quelle est la différence entre astronomie et astrophysique ? J'ai cru comprendre tout à l'heure que astronomie est un terme qu'on n'utilise plus vraiment. Et voilà, savoir un petit peu pourquoi et quelles sont les différences. Oui, cette terminologie n'est pas très stabilisée. Le terme qui a traversé les siècles depuis les Grecs, hein, c'est le terme astronomie. Hein. L'astronomie s'est spécialisée à partir du début du XVIIe siècle en domaines plus spécifiques. Par exemple, la mécanique céleste, qui ne s'appelle pas précisément astro quelque chose, hein, mais qui représente la description de l'ensemble des mouvements célestes. Hein. Et puis, quand la physique est arrivée au début, le terme doit dater de la fin du 19e, début du 20e, astrophysique. Après la Seconde Guerre mondiale, quand les connaissances dues essentiellement à la radioastronomie sur les molécules présentes
dans notre galaxie, puis au-delà, ont commencé à s'accumuler, celle de l'eau, hein, dont on vient de parler, mais aussi celle du méthane, du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone et de bien d'autres molécules, y compris des acides aminés d'ailleurs. Alors on a créé une astrochimie. Et quand la problématique de la vie stimulée par les exoplanètes depuis 1995 est apparue si prégnante, alors on a créé une astrobiologie. Et il n'est pas exclu qu'on en crée d'autres dans l'avenir, vous voyez. Donc, mais le terme astronomie est un terme un peu fédérateur qui recouvre et dans lequel se reconnaissent la plupart des chercheurs de cet ensemble de domaines. En revanche, le terme astrologie est un terme repoussé par cette même communauté de chercheurs comme ne correspondant à aucune réalité. Voilà. C'est une sévère réalité, mais... à aucune réalité... aucun sérieux scientifique, oui. Ou plus exactement, on pourrait dire que nous avons d'autres façons beaucoup plus intéressantes de représenter le rapport des humains au cosmos, comme formés d'une même histoire, issus des mêmes molécules que le passage de Jupiter du Lion dans la Vierge. Ah, c'est un autre point de vue, bien sûr. Moi, j'ai une question pour le professeur Gratelou. Quelle est la carte du ciel la plus ancienne? De quand date-t-elle et à quoi ressemble-t-elle? C'est quand même Pierre qui va vous répondre. Ah oui, c'est vrai? C'est-à-dire qu'on a une représentation d'objets célestes dans des pétroglyphes, hein, qu'on peut interpréter comme le Soleil, un croissant de lune, peut-être proche d'un objet brillant comme Vénus, comme vous pouviez le voir dans le ciel il y a quelques jours. Hein. Ce sont des représentations ponctuelles, mais ce n'est pas encore une carte dans laquelle figurent les constellations. Hein. Donc les cartes les plus anciennes, sont des cartes chinoises, hein, ou peut-être le disque de Dendra. Hein. Oui, aussi, il y a effectivement un disque qui a été trouvé il n'y a pas très longtemps, hein, dans la région de Berlin, et qui représente très visiblement le ciel. Alors, c'est toute une histoire d'ailleurs amusante que je ne vais pas développer. C'est des amateurs, hein. Enfin, c'est pas des gens qu'on cherchait, qui ont fait des fouilles sauvages et qu'on cherchait à le vendre. Mais ils étaient tellement pieds nickelés que la police les a très vite récupérés. Donc on peut interpréter, mais malheureusement sur le plan archéologique, ça nous a fait perdre quand même pas mal d'informations, cette histoire. Donc on peut interpréter cela comme une forme ancienne, germanique très probablement, de première interprétation du ciel, qui est assez cohérente avec ce qu'on pouvait imaginer dans le monde méditerranéen également. Mais nos constellations, par exemple, il y a 88 constellations. Aujourd'hui, c'est normé par les sociétés astronomiques internationales. Il y a 88 constellations. Il y en a une bonne vingtaine qui nous viennent en ligne droite de Babylone, par les Grecs, transmises par Ptolémée, puis dans tout ce grand mouvement, et qui sont toujours là. La constellation la plus ancienne qui a été décrite, c'est la Grande Ourse, celle que tous les enfants connaissent aujourd'hui, hein, qui est décrite en Chine vers le 3e millénaire avant notre ère. Ah oui, mais alors, vous voyez qu'entre la carte et puis le dessin d'un objet, il y a une continuité. Je vais laisser le cartographe répondre. Madame, nous n'avons pas de carte terrestre ancienne. Nous n'avons aucune carte terrestre antique. Là, il y avait une cartographie antique extrêmement importante, hein, on en a des descriptions textuelles, mais il y avait évidemment des cartes, et d'ailleurs Ptolémée en particulier avait fait une projection qui était connue, dont on n'a aucun dessin précisément antique. On a des copies d'antiques médiévales, hein, qui sont des cartes, mais là qui ne sont pas du ciel. Hein. La table de Peutinger, par exemple, c'est un itinéraire dans l'Empire romain qui est du XIIe siècle, mais qui est, on est à peu près sûr, une copie d'un objet d'origine romaine qui lui a disparu. Donc toutes les représentations qu'on a sont telles que on a pu les reconstituer à partir du XIV-XVe siècle.
Il y a un moment dans l'histoire cartographique où on parle d'une révolution ptoléméenne, parce que Ptolémée, qui était connu dans le monde arabe, a été via Byzance et via l'Andalousie progressivement connu, ou reconnu parce qu'il y avait des manuscrits qui subsistaient aussi en Occident, mais qu'on utilisait peu. Et donc, c'était à la fois les deux grands livres, il en a écrit 7, mais il y en a 2 qui ont survécu intégralement. C'est l'Almageste, c'est-à-dire l'astronomie, et la géographie. Et qui est effectivement la première technique de planisphère que l'on a. Donc, ces cartes, on le connaît de manière écrite, par des textes, mais on ne les a pas. Donc, on n'a pas non plus des cartes du ciel. Alors, on peut quand même vous répondre de façon un petit peu plus précise sur le premier catalogue d'étoiles. Parce que les étoiles sont fixes les unes par rapport aux autres, contrairement aux planètes. Donc, on peut les cataloguer en quelque sorte une fois pour toutes, même si aujourd'hui, on connaît leurs petits mouvements et on peut les suivre. Le premier catalogue d'étoiles est du High-Park, en Occident. Et il comprend un peu plus de 1000 étoiles. Et pour chacune de ces étoiles, la position est donnée. Donc, on peut les reporter sur une carte. Et donc, dessiner les constellations. Voilà. Alors, cette carte, on la trouve dans Ptolémée, 3 siècles plus tard. Maintenant, ce qui est très intéressant dans cette problématique de la carte, et là, le géographe pourrait en parler, c'est comment mettons sur une carte qui est à plat des objets qui sont sur une sphère qui n'est pas plate. Donc, vous savez, le problème de la projection, et les Grecs inventent ce qu'on appelle la projection stéréographique, qui permet de transformer une sphère en plan. Et cette projection stéréographique, qui est expliquée dans l'Atlas, va être la source de la réalisation des astrolabes, qui vont être l'outil que j'évoquais tout à l'heure, de circulation de la carte astronomique et des mouvements pendant toute la période qui va du 7e au 16e siècle pratiquement. Donc l'histoire de la cartographie du ciel, elle est multiple. On la trouve liée à la Terre aussi dans les 2 globes de Coronelli, le globe terrestre et le globe céleste qui se font face vis-à-vis. C'est une histoire passionnante et qui nous est commune. Oui, mais je suis désolé, vous allez repartir frustré parce que non, on ne pourra pas vous dire comment voir une carte ancienne. Et donc, les premières vraies cartes, elles sont plutôt du 15e, 16e siècle. Oui, justement, je voulais vous poser une question. En fin de compte, vous parliez de frein à l'évolution et à la connaissance des objets célestes. Bon, là, on vit actuellement quand même des gens un petit peu illuminés avec le platisme et tout ça. Est-ce qu'il existe une forte communauté, je dirais, de réactionnaires sur ce qu'on voit, ce qu'on observe? Est-ce que ces gens ont un poids dans votre communauté? Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, la cartographie, est-ce que vous tenez compte, en fin de compte, de la déduction et pas uniquement de l'observation? C'est-à-dire, par exemple, on sait qu'il existe des mirages gravitationnels. Est-ce que ça, vous les intégrez dans votre atlas? C'est-à-dire des choses qu'on déduit et qu'on n'observe pas directement. Alors peut-être je réponds d'abord à la seconde question. Les positions des objets résultent évidemment de l'observation et de leur position sur une photographie ou l'équivalent d'une photographie faite par un télescope. Donc cette position peut être affectée de phénomènes tels que les mirages, à savoir que le trajet de la lumière depuis cet objet a pu être dévié et que la position observée n'est pas la position vraie au sens qui serait si la lumière n'était pas soumise à un espace courbe dans lequel elle ne se déplace pas suivant les lignes droites euclidiennes. On peut répondre comme ça. Bon, voilà. Alors, dans la mesure où on est capable de calculer cette courbure, on peut reconstruire la position vraie de l'objet sans difficulté. Donc, cette question n'est pas fondamentale. Elle est très intéressante. Je crois qu'elle n'est pas fondamentale.
quant à votre première question sur elle touche assez largement, elle est extrêmement intéressante, bien sûr. Qu'est-ce qu'on appelle la construction du vrai en science, hein, et comment le vrai, qui progresse sans arrêt, non pas en détruisant les fondements qui l'ont précédé, mais en les améliorant, les affinant. Même ces deux théories physiques que je citais tout à l'heure n'ont pas détruit ce qui avait précédé, comme on le lit trop souvent, mais ont marqué simplement un progrès significatif dans la mesure, dans l'interprétation des observations. Donc, il y a des controverses sur des questions ouvertes, et encore une fois, mon ami Alain Blanchard pourrait vous en parler beaucoup mieux que moi, parce que la cosmologie est le domaine rêvé de la controverse, finalement. D'ailleurs, je crois qu'il faut... J'ai lu récemment une statistique comme quoi 25% des jeunes entre 20 et 30 ans étaient platistes. Moi, j'observe quand même que ces jeunes prennent l'avion sans hésitation, hein, et que la trajectoire d'un avion, si la Terre n'est pas sphérique et le changement d'heure, ça ne serait pas du tout la même chose sur Terre plate. Donc, peut-être qu'il faut plutôt incriminer, je ne sais pas quel facteur. Mais en tout cas, par rapport à votre question, oui, il y a des controverses sur les questions ouvertes, et non, il n'y en a pas sur les choses solidement établies qui nous permettent de faire le pas suivant. Et on ne l'a pas fait pour cet atlas, et on a d'ailleurs été très modéré sur l'astrologie. Hein. Mais pour l'atlas de la Terre, je m'étais intéressé, et j'avais même envisagé de faire une double page à propos des créationnistes. Hein. Parce qu'il y a toute une mise en scène qu'on trouve beaucoup aux États-Unis. Et donc, voir comment on peut vraiment pousser à bout l'idée que le monde a 5500 ans, en incluant toute ce qu'on aurait appelé autrefois la dérive des continents, donc toute une tectonique des plaques, qui permet d'expliquer la diffusion de tout en 5500 ans. Le tout, évidemment, pratiquement toujours dans un modèle platiste, hein, une Terre plate. Mais cela suppose évidemment que dans ces 5500 ans, toute l'histoire de l'univers se concentre aussi dans ces 5500 ans. Donc ils ne se sont pas opposés au Big Bang, ça au contraire avec les créationnistes, c'est très bien le Big Bang. Donc il y a un Big Bang, simplement toute cette histoire, elle se résume en 5500 ans, et tout ce que vous racontez sur l'espace-temps, ça, évidemment, ça n'est pas sérieux. Enfin, voilà. Bon, évidemment, c'est pas trop envie quand même de montrer ça. Enfin, j'ai presque un peu honte de ce genre de type de raisonnement. Mais c'est du pur et dur. Hein. Bon. Alors, cela dit, comme je pense que la Terre est ronde, je vais peut-être penser à prendre mon avion. Oh, pour aller à Paris, elle est presque plate. Bonsoir. Nous disions précédemment que la cartographie était liée au ciel. Aujourd'hui, nous savons tous que malheureusement, nous dégradons notre ciel. Quelles pourraient être les conséquences futures sur notre cartographie terrestre ? Aucune, hein, parce que notre cartographie terrestre maintenant est quelque chose d'extrêmement maîtrisé. Enfin, j'ai quand même une nuance. S'il y a une part de la cartographie de la surface de la Terre où nous avons beaucoup d'ignorance, ce sont les fonds marins. Donc ça, faut le rappeler, et que les satellites nous aident beaucoup maintenant pour la connaissance des fonds marins. Donc effectivement, aujourd'hui, pour le moment, au contraire, grâce au système GPS, si vous voulez, pour reprendre ce qui nous intéresse le plus concrètement, la cartographie fonctionne beaucoup plus. Exactement comme l'heure n'est plus calculée par rapport aux astres, on ne cartographie plus beaucoup par rapport exactement avec les positions stellaires, mais par rapport à nos satellites, à nos étoiles artificielles, si vous voulez. Donc, pour ce qui est précisément de la cartographie technique, aujourd'hui, non. Inversement, une connaissance des astres et de l'histoire astrale, c'est quelque chose qui permet de mieux comprendre les cartographies anciennes et les types d'orientation et de position anciennes. Ça, c'est quelque chose que les historiens, n'étant pas très astrophysiciens, ne maîtrisent pas assez. Il me semble qu'il y a une piste. Si de jeunes chercheurs voulaient être intéressés, ce serait formidable. Oui, j'avais une question sur les cartes anciennes, justement, par rapport aux Polynésiens. Comment, alors, si on n'avait pas ces
Alors, on a pu reconstituer les cartes polynésiennes qui sont... Oui, alors vous avez au Musée de l'Homme et au British Museum ou à la Royal Geographical Society de Londres, vous avez un certain nombre de stick charts, pour qu'on utilise en général le mot anglais, qui sont des bâtonnets attachés avec du raffia, puis dans lequel il y a des petits coquillages ou des petits cailloux. Ce sont les lignes que représentent les bâtonnets ne sont pas des orientations astronomiques, mais des houles ou des lignes de vent. Inversement, les petites pierres sont généralement des îles, mais parfois des étoiles. Voilà, vous avez donc ça. Alors, ces cartes qui sont du 18e, parce que c'est des choses très très fragiles, qui étaient d'ailleurs pas des objets qu'on emmenait en mer, les maîtres exactement comme les portulans d'ailleurs, les maîtres de navigation avaient tout ça en tête. Mais c'est des objets qui servaient un peu d'apprentissage. Alors, les Européens s'en sont emparés, en ont pris quelques-unes, celles dont je vous parle dans les musées, qui fait que toutes les autres ont disparu ensuite au 19e, mais qu'aujourd'hui, ce sont des objets, y compris touristiques d'ailleurs, qu'on refabrique pas mal. Il n'empêche que ces cartes étaient les héritières au XVIIIe d'un long passé. Mais les Polynésiens étaient exactement comme les marins européens, d'abord des gens qui avaient des cartes mentales, qui est une des mémoires intellectuelles complexes, mais dans leur tête. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas forcément aujourd'hui des cartes héritées. Hein. Les cartes médiévales anciennes que nous avons étaient des cartes de démonstration de puissance des seigneurs ou des grands bourgeois. C'était pas exactement des cartes utilitaires. Celles-ci, on les a presque plus, et beaucoup étaient purement des mémoires. Je rappelle d'ailleurs que le mot portulan désigne au départ un livre qui met par écrit un texte qui était une mémorisée, qui était des directions que l'on avait quand on prenait un cap et qui savait où on arrivait, à quel port on devait arriver. Voilà, c'est ce que signifie ce genre de technique de navigation. C'était lié à l'apparition de la boussole à la fin du XIIe siècle. Hein, voilà. Donc vous avez là effectivement sur ces cartes des héritages dont on pourrait sans doute percevoir dans d'autres sociétés des éléments, mais sachant qu'il s'agissait de savoirs oraux, essentiellement. Bien, on va remercier Christian Grattalou, Pierre Léna aussi d'ailleurs, mais qu'on peut garder en otage et inviter à lire et à faire lire l'Atlas historique du ciel et lui souhaiter un bon retour. Je vous laisse Pierre en otage. Et Pierre est en otage, vous pouvez lui poser encore quelques questions. Vous savez, les signes astrologiques, la répartition des étoiles, la cartographie des étoiles qui donne Andromède, le lion, la lyre, tout ce qu'on veut. Est-ce que si on soumettait la position des étoiles les plus lumineuses, ce que je peux penser être les points cardinaux, enfin essentiels d'une constellation, à l'intelligence artificielle, est-ce qu'il arriverait au même dessin ? Non, pas du tout. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'IA pour faire ça. Il suffit de regarder des cultures différentes qui, sur le même motif, ont fabriqué des histoires différentes. D'accord. Il y a des groupements d'étoiles qui sont, j'ai cité la Grande Ourse tout à l'heure, qui en quelque sorte sautent aux yeux parce qu'ils sont isolés, parce que ça forme des lignes avec des étoiles raisonnablement brillantes, parce que ça évoque la forme d'une cuillère ou d'un chariot ou d'une ours éventuellement. Bon, Orion de même, c'est une constellation qui est bien identifiée parce que elle a un éclat particulier, mais il y a d'autres constellations, y compris connues comme le Grand Chien par exemple, avec l'étoile Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel austral. Vous cherchez le chien, vous le voyez pas, hein. Donc voilà, on a un découpage qui est lié à des formes. Les Chinois en revanche ont cherché à représenter dans le ciel, c'est une page intéressante dans l'Atlas parce que très tôt, en capitalisant de ce lien entre ciel et ciel et terre que j'évoquais tout à l'heure, on cherchait à représenter l'empire dans le ciel. Donc l'empereur, le fils du ciel, siège évidemment à l'endroit immobile, c'est-à-dire au pôle Nord. Autour de lui tournent nécessairement, mais dans l'ordre hiérarchique, les fonctionnaires de sa cour, puis les fonctionnaires plus subalternes, puis le peuple avec son marché, etc. Et donc les constellations reproduisent cette organisation de la société et, conséquence logique dans ce principe de représentation, s'il apparaît dans telle région, le marché par exemple, qui est un lieu évidemment essentiel, une comète,
Et si cette comète qui a été annoncée ou pas annoncée, ou qui se déplace, a telle ou telle caractéristique, une queue, deux queues, alors c'est un signe que l'empereur doit savoir interpréter. Et s'il l'interprète mal, ça peut lui coûter très cher. Et ça coûte d'abord très cher aux astronomes dont la tête roule rapidement au sol. Oui. Donc voilà, c'est une autre lecture de constellations plus petites parce qu'il faut faire de la place pour tout le monde. Une ou deux autres questions à lesquelles Pierre pourra répondre. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que dans l'Atlas, il y avait aussi des représentations du ciel en fonction des époques. Parce qu'en fonction des époques, on n'observe pas le même ciel. Est-ce que j'ai bien compris ça? C'est-à-dire qu'à l'époque de Galilée, on ne voyait pas le même ciel qu'on voit aujourd'hui, ou pendant l'Antiquité, le même ciel qu'on... Je ne suis pas sûr d'avoir dit ça, parce que c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que les constellations, les formes que décrivent les étoiles et le mouvement des planètes, qui est un peu erratique, mais qui finalement présente lui aussi de grandes régularités, tout ça n'a rien changé depuis 6000 ans. Il y a simplement dans ce ciel des événements qui, eux, rompent cette régularité de temps en temps. Une supernova, donc une étoile qui apparaît, qui est même visible en plein jour, puis disparaît. Des éclipses de soleil ou de lune qui ont été assez longues à interpréter. Des étoiles filantes, parce que les étoiles filantes, qu'on sait appartenir à notre atmosphère, elles appartiennent pour les anciens, évidemment, au ciel. Des aurores boréales qui appartiennent aussi à ce ciel. Donc ce sont des événements qui rompent cette régularité transitoire, mais le ciel lui-même, en tant que voûte céleste, n'a pas changé. Voilà. Merci, j'avais juste pas compris. Alors. Merci. Oui. Oui. Attendez, je vous passe le micro. Parce que c'est enregistré. Pardon. Voilà. Là, vous en avez deux, c'est comme dans les westerns. Allez-y. On a beaucoup parlé de la lumière qui avait permis donc d'observer. Mais aujourd'hui, comme on parle beaucoup de trous noirs, de multivers, choses comme ça, est-ce que le côté un peu sombre de l'univers ne change pas la perspective qu'on a de notre place Bon, alors, la lumière nous permet non pas d'observer directement un trou noir, mais d'observer de façon si précise son environnement immédiat qu'on peut déduire de cet environnement et avec certitude la présence du trou noir. Donc elle n'est pas impuissante devant même un objet aussi exotique que l'est un trou noir. Hein. Ce qui est nouveau dans l'astrophysique contemporaine, en fait, il y a eu deux étapes. On a eu pendant très longtemps la seule lumière que l'œil, puis la plaque photographique étaient capables de déceler, c'est-à-dire entre le bleu et le rouge finalement, une toute petite partie du spectre électromagnétique. Et puis à partir du milieu du XXe siècle, donc c'est très tardif, hein, tout d'un coup ce spectre de la lumière s'est étendu depuis les rayons gamma jusqu'aux ondes radio. Donc un immense domaine dans lequel la lumière visible à l'œil ou à la plaque photographique classique était un tout petit élément. Et cette quantité gigantesque d'informations qu'a apporté l'astronomie X, l'astronomie ultraviolette, l'astronomie, la radioastronomie, a permis beaucoup de découvertes et de compréhension. Et puis est arrivé au XXe siècle un élément d'information supplémentaire moins connu, qui est que la Terre est également bombardée de particules de matière qui proviennent du fond de la galaxie, qu'on appelle les rayons cosmiques. Ce ne sont pas des rayons comme des rayons de lumière, ce sont simplement des particules. Elles apportent également une information différente de celle de la lumière et complémentaire. Et au XXIe siècle, un troisième facteur d'information est apparu, ce sont les ondes gravitationnelles, qui sont des ondes, mais qui ne sont pas les ondes lumineuses, qui ont des propriétés différentes et qui ne sont pas émises par des transitions électromagnétiques dans des atomes, mais par des variations de l'organisation des masses, par exemple, dans une étoile double où deux objets tournent l'un autour de l'autre et dont le champ de gravitation va dépendre du temps, ce qui se traduit par l'émission d'une onde appelée onde gravitationnelle. Elles sont extraordinairement difficiles à détecter.
Elles l'ont finalement été pour la première fois, alors qu'elles étaient prédites par Einstein, donc depuis pratiquement un siècle, en 2016, pratiquement pour le centenaire de la relativité générale. Et aujourd'hui, ce sont des sources d'informations très importantes sur ces objets très massifs que vous évoquez, en particulier les trous noirs. Voilà. Donc, nous avons ces 3 sources d'informations à distance qui nous parviennent, et puis nous avons une 4e, c'est d'aller sur place. Et c'est ce qu'on pratique en allant sur Mars, en allant sur les astéroïdes, sur les noyaux cométaires, avec des outils d'exploration spatiale. Une invitation au voyage, en quelque sorte. Invitation au voyage, oui, tout à fait. Bien, écoutez, on va remercier Pierre Léna à son tour. L'Atlas historique du ciel est publié aux éditions Les Arènes avec le concours de Sciences et Avenir La Recherche. Vous venez d'écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche, mercredi 15 janvier 2025, avec les co-directeurs de l'ouvrage, Pierre Léna et Christian Grattalou. Réalisation et mise en onde Radio Radio en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre. Jednou viděla, věřím, vám ve všem nemusí